Pour moi, le problème est de comprendre les causes des guerres. Qui fait les guerres? Dans quel intérêt? On attaque la Syrie parce que la Syrie, c'est une attaque des États-Unis et des Britanniques, et ils l'ont dit dans leurs documents. Et voilà, il n'y a personne dans la rue. Pire, on dit qu'il faut aller bombarder Damas, qu'il faut aller bombarder Kadhafi. C'est hallucinant de retrouver une gauche. Je ne parle pas des partis socialistes qui sont au gouvernement, mais je parle de gens qui se disent communistes, trotskistes, anarchistes, et qui vendent les guerres de l'OTAN, les guerres des États-Unis. C'est bizarre. Israël, c'est un cas particulier de colonialisme. On peut parler de capitalisme collectif, c'est-à-dire qu'Israël, c'est l'agent sur place. Dans une interview qu'il m'avait donnée, Noam Chomsky disait « Israël, c'est le flic du quartier, c'est le flic du Moyen-Orient ». S'il n'y avait plus ce chantage à l'antisémitisme, on discuterait de la réalité, à savoir Israël est une puissance coloniale, ça doit se terminer. Moi, j'ai déjà écrit et je redis, Netanyahou est le pire antisémite. Ok, Netanyahou, c'est lui qui fait énormément de tort aux Juifs. Les médias mensonges, ça tue. Quand on met dans l'opinion des citoyens européens que le Hamas et les autres milices de résistance, je souligne, ne sont pas des résistants mais sont des terroristes, alors oui, évidemment, contre les terroristes, certains disent qu'on peut employer tous les moyens. Mais ce n'est pas le cas. C'est une opération qui, au niveau du droit international, est légitime. J'insiste, elle est légitime. On ne lutte pas contre le terrorisme à la manière de George Bush, ni à la manière de Obama, Biden, etc. C'est-à-dire en formant et armant et soutenant discrètement les terroristes. Il faut absolument que chaque citoyen, et particulièrement les jeunes, apprennent à repérer les médias mensonges, apprennent en quelque sorte l'autodéfense intellectuelle. Parlons des problèmes, parlons des faits, regardons ensemble des solutions et vraiment à bas les étiquettes. Michel Colomb, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle brièvement à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Et suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, TikTok, Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors maintenant, Michel Colomb, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Je suis maintenant, après différentes vies, je suis journaliste indépendant, écrivain, spécialiste, disons, des stratégies de guerre et de la désinformation. Et j'ai fondé en 2004 le collectif Investigation, qui est un site indépendant, une chaîne YouTube, un collectif de recherche sur la désinformation, des équipes de formation, des ateliers de formation, et un éditeur de livres. On a publié bientôt 50 livres sur ce thème-là et d'autres. Et alors comment vous en êtes arrivé dans votre vie à vous intéresser à la désinformation médiatique, à la propagande de guerre? C'est arrivé je suis en Suisse donc j'ai le droit de dire 91. C'est arrivé en 91. Première guerre du Golfe, les États-Unis avec l'aide de l'Europe contre l'Irak de Saddam Hussein, et je travaille à ce moment-là à l'hebdomadaire Solidaire, qui est l'hebdomadaire du Parti du Travail de Belgique. C'est un hebdo un peu spécial, c'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas des grands moyens, c'est pas la définition classique du journaliste qui connaît un peu sur beaucoup de sujets, et donc forcément un journalisme un peu superficiel. C'est un journal militant, et donc, il donne la parole à des syndicalistes, à des ouvriers d'usine, à des comités de solidarité avec la Palestine ou Cuba, etc., ou aussi à des médecins au service du peuple, parce qu'il y a des réseaux de maisons médicales sociales. Et donc, nous, comme journalistes, on écrit de temps en temps des papiers, on fait des reportages, mais on est surtout là pour apprendre aux gens, aider les gens à écrire leurs articles, parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça, et c'est notre travail. Et donc, moi, dans les années 80, je fais la sociale, on va dire. Je m'intéresse aux problèmes sociaux, aux mouvements de résistance. Et quand arrive la guerre du Golfe, à la rédaction, on se dit, oui, ça c'est un événement vraiment important, c'est un événement historique. On sent qu'il y a quelque chose qui bascule. C'est juste après la chute du mur et de l'Union soviétique. Et donc, on décide, voilà,
Colomb, tu vas faire ça. Et donc, je suis la préparation de la guerre et la guerre elle-même. À l'époque, les gens doivent s'imaginer, il n'y a pas Internet. Tout ce qu'on a pour communiquer dans le monde, c'est des fax qui marchent quand ils veulent bien. Et donc, il faut travailler à l'ancienne. Or, j'ai jamais été au Moyen-Orient, je parle pas l'arabe, donc qu'est-ce que je fais? Je constitue un réseau, je contacte des spécialistes, je téléphone et je constitue un réseau qui vérifie les infos, puis je lis des journaux arabes de Tunisie par exemple, pour voir comment ils relatent. Et là, j'ai une surprise énorme. D'un côté, évidemment, je regarde la télé publique et privée en Belgique et la télé française, TF1, France 2, la presse écrite aussi, et je constate, à mon étonnement, j'étais peut-être un peu naïf, je constate que sur les faits eux-mêmes, j'insiste sur les faits eux-mêmes, ce que je lis, ce que je vois en Europe et ce qu'on dit dans le monde arabe est totalement différent et opposé. J'insiste sur des faits. Donc je suis vraiment étonné, je donne écho à ça, j'essaie d'expliquer aussi les véritables buts des États-Unis et de l'Europe dans cette guerre. Il s'agit de faire main basse sur le pétrole et le gaz. Il s'agit déjà de briser un régime qui est en train de devenir indépendant. Celui de Saddam Hussein a beaucoup joué dans les cartes des États-Unis contre l'Iran, mais là, il veut devenir indépendant, il appelle à résister aux États-Unis, donc il faut le briser. Et donc, je constate que on va le briser à coups de médias mensonges. Et c'est vraiment frappant. Alors, dès que la guerre est terminée, elle dure environ 2 mois, janvier-mars 91, dès que la guerre est terminée, je dis, il faut en faire quelque chose. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont été complètement manipulés, qu'on leur a fait approuver une guerre qui était tout à fait injuste, inutile. Oui, et d'ailleurs, même le Conseil de sécurité de l'ONU a validé cette guerre à l'époque. Absolument. Les Européens ont tout à fait marché avec. Et vous savez, on a vendu cette guerre comment? Avec l'idée que Saddam Hussein était vraiment un monstre qui, par exemple, volait les couveuses et condamnait les bébés à une mort horrible. Les couveuses de Kuwait City occupées par l'armée irakienne. Et donc, cette histoire-là, elle a eu à l'époque beaucoup d'impact. Le président Bush, le père, il a parlé 6 fois dans ses discours. Il a dit ça, c'est vraiment la raison pour laquelle il faut attaquer. Regardez, il respecte même pas les petits bébés. Mitterrand en a parlé dans ses discours, Amnesty a justifié la guerre au nom de ça, etc. Donc il fallait faire quelque chose. Et à ce moment-là, j'avais évidemment quelques amis, un réseau, ils avaient suivi mes articles, et je dis voilà ce qu'on va faire, on va faire un test média. On va vérifier les infos. Vous savez, à l'époque, il y avait déjà des associations de consommateurs, et la démarche, c'est quoi? On voit ce qu'il y a sur l'étiquette, on vérifie le produit, est-ce que dans la boîte il y a la quantité, surtout est-ce qu'il y a la qualité, est-ce qu'il y a des choses toxiques. Et donc je me suis dit voilà, en Belgique il y avait une revue qui s'appelait Test Achat, et je vais dire voilà, on va faire test média. Et on a fait ça. Alors on s'est réunis à une dizaine de personnes, on s'est réparti le travail, et on a revisionné tous les journaux télévisés des 4 grandes chaînes, on a relu Le Monde et son équivalent en Belgique le soir, et on se répartissait le travail et on mettait ça sur fiche. On a dégagé plusieurs médias mensonges, dont l'histoire des couveuses dont je viens de parler, dont l'histoire de la marée noire. Un beau jour, on nous dit, voilà, Saddam Hussein a ouvert le robinet du pétrole et le pétrole s'échappe dans la mer, c'est horrible, il va y avoir une catastrophe écologique. C'est évidemment une époque où les Verts manifestaient déjà dans la rue contre les missiles dans les années 80. On avait eu à Bruxelles des manifs, des centaines de milliers de gens contre la guerre nucléaire. Et donc, on touche ce public-là en disant... Et alors, on nous montre des images bouleversantes d'un cormoran, les aigles englués de pétrole, qui manifestement vont mourir sur la plage. Et moi, j'avais vérifié cette histoire-là à l'époque, et mes sources m'avaient dit, mais premièrement, il n'y a pas de cormoran à cette époque-là dans le Golfe. À une autre époque, oui, mais au moment où ça arrivait, non. Et deuxièmement, l'armée irakienne a publié un communiqué en disant « Les États-Unis ont bombardé 2 pétroliers dans le port et la marée noire s'échappe. Elle est au milieu du Golfe et elle va bientôt arriver sur les côtes. » Donc elle avait un problème puisqu'on voyait un cormoran sur la côte,
mais le pétrole n'était pas encore arrivé à la côte. Donc comment c'était possible? Et en fait, un soi-disant documentaliste scientifique de TF1, qui travaille avec Poivre d'Arvor, avait publié une image. Comme il n'y avait pas d'image, il avait été chercher une image d'une catastrophe civile, l'Amuco-Cadiz, sur les côtes de Bretagne. Et là, il y avait eu des cormorans. Et donc, on voit Poivre d'Arvor qui lui dit « T'as pas d'image, mais les gens vont pas pleurer. Donc, prends-moi n'importe quoi. » OK. Et Michel Chevalet faisait tout un commentaire pathos, vraiment, tout le monde avait envie de pleurer, sur ce pauvre cormoran qui n'avait rien à voir avec la guerre en Irak. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai décidé d'en faire un livre. On a fait des recherches ensemble, on a analysé. J'en ai fait un livre qui s'appelait Attention Média, qui s'inspirait beaucoup de Fabriquer un consentement d'Edward Herman et Chomsky, qui était paru en 88. Et j'avais repris un peu certaines idées de leur méthode, notamment analyser les chiffres, voir combien de temps et de sentiments on consacrait aux bonnes victimes et aux mauvaises victimes, et des choses comme ça. Et puis j'avais développé une analyse sur le système des médias. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et alors, vous avez continué effectivement à travailler sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez donc des adversaires dans les médias, dans les milieux, disons, autorisés, mais aussi chez les antifas, les antifascistes. J'étais récemment à une conférence de vous au Casar à Lausanne où quelqu'un est venu essayer de vous entarter. Alors voilà, comment vous expliquez cette réaction finalement épidermique contre vous, alors quand même que vous êtes de gauche, il me semble, enfin vous avez une tradition à gauche. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est intéressant de relever que, effectivement, dans les médias dominants, il y a quelques personnes qui aiment bien le travail que je fais, mais qui n'osent pas le dire publiquement. Et dans la majorité, c'est effectivement la censure et les noms d'oiseaux qui circulent. Complotistes, conspi, amis des dictateurs et autres amabilités, de la part de gens qui ne veulent jamais discuter sur les faits, parce que moi, j'amène des faits. Et je montre que les faits ne se sont pas produits comme ils le disent dans les différentes guerres, et ils ne veulent pas en discuter. Donc ça, c'est un fait. Alors, c'est paradoxal de voir que des gens qui se disent de gauche, ou même de gauche radicale, répètent les mêmes calomnies, les mêmes insinuations que les médias dominants. Et c'est un phénomène qu'on a analysé. Saïd Bouamama, qui publie plusieurs livres chez Investigation, qui est un sociologue algérien qui vit à Lille, c'est un ami aussi. Et on a analysé ensemble ce phénomène dans le livre La gauche et la guerre. Ce qui nous frappe, ce qui nous désole, c'est que dans le passé, il y avait un mouvement anti-guerre et il a parfois été très puissant et très utile. Il y a eu ça dans les années 30 contre la montée du fascisme. Qu'est-ce que j'appelle un mouvement anti-guerre? J'appelle un mouvement où tout le monde se rassemble, quelles que soient les opinions. Il peut y avoir des communistes, des trotskistes, des socialistes, des gens sans étiquette, ou même avec des convictions à droite, mais qui sont tous... Des bourgeois éclairés, ouais. Oui, qui sont tous opposés à la guerre et qui donc décident d'agir ensemble. Il y a eu ça contre la montée du fascisme et la menace de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu ça pendant la guerre de Corée, il y a eu ça surtout, et moi j'ai commencé à militer dans cette époque-là, contre la guerre du Vietnam, avec des grandes manifestations de 61 quand Kennedy a commencé, à 75 quand les États-Unis ont dû capituler. Il y a eu ça ensuite contre la première guerre du Golfe, il y a eu des grandes manifestations, et puis maintenant ça a complètement disparu. On attaque la Libye, on plonge ce pays en enfer, il n'y a personne dans les rues. On attaque la Syrie, parce que la Syrie, c'est une attaque des États-Unis et des Britanniques, et ils l'ont dit dans leurs documents, ils l'ont dit longtemps avant qu'ils le préparaient. Oui, on en reparlera d'ailleurs. Ouais. Et voilà, il n'y a personne dans la rue. Pire, on dit qu'il faut aller bombarder Damas, qu'il faut aller bombarder Kadhafi. Donc c'est hallucinant de retrouver une gauche, je ne parle pas des partis socialistes qui sont au gouvernement, on peut poser la question si c'est vraiment de gauche, la politique qu'ils mènent, mais je parle de gens qui se disent communistes, trotskistes, anarchistes, et qui vendent les guerres de l'OTAN, les guerres des États-Unis. C'est bizarre. Et effectivement, je crois qu'il y a
quelque part un embourgeoisement, une acceptation de notre société que, pour ma part, j'appelle toujours coloniale. C'est-à-dire que les colonies, en principe, c'est fini. L'Empire britannique, français, belge, c'est fini. Il reste la colonie d'Israël, parce que ça, c'est une grande colonie collective occidentale. Mais on a normalement plus le droit de défendre le colonialisme. Et là, on a des gens qui, en fait, bloquent l'idée d'un mouvement anti-guerre, refusent des manifestations, vont même jusqu'à dire il faut bombarder, il faut y aller plus fort et des choses comme ça. Et on a essayé d'expliquer ça, Saïd Bouamama et moi, dans ce bouquin. Je crois qu'il y a la persistance d'une mentalité coloniale. Alors bon, vous en Suisse, vous n'êtes pas directement avec un empire et une armée coloniale, mais bon, via vos banques, vous en profitez quand même. La finance est très forte, oui. Voilà, vous êtes un peu le banquier de l'ensemble du colonialisme collectif, donc je crois que la mentalité y est aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Mais premièrement, le niveau de vie, il est plus élevé au nord qu'au sud, parce que tout simplement, le pétrole, le gaz, les minerais, l'uranium, toutes ces richesses, maintenant la biodiversité, on ne la paye pas. On installe des dictatures, on installe des régimes corrompus, et on prend. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de redistribution des miettes de cette exploitation coloniale. C'est-à-dire que on vit mieux ici parce que tout ce qui est pillé là-bas, volé là-bas, permet d'élever le niveau de richesse et donc, quelque part, de corrompre quelque part ce que j'appelle une aristocratie intellectuelle. Et si vous voulez avoir un beau poste bien rémunéré, passer souvent à la télé, faire une carrière académique, il faut être du bon côté. Vous pouvez pas être avec ces gens qui disent ce sont des guerres pour l'argent, ce sont des guerres pour les multinationales, ce sont des guerres basées pour les mensonges. Là, vous ne ferez jamais carrière. Et donc, cette mentalité, elle se répand beaucoup. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait ça par argent ou par carrière. Après, il y a un phénomène à élucider. Pourquoi aussi des gens qui sont militants, qui n'ont pas forcément un grand niveau de vie, tombent dans ce panneau et marchent dedans. Je leur ai proposé de discuter d'ailleurs. Cette jeune femme qui a voulu m'entarter à Lausanne, je l'ai appelée à discuter en disant voilà, expliquez vos motivations. Moi, je vais répondre aux calomnies que vous répandez sur moi. On va essayer de se comprendre. Vous avez une Mais réponse? Ils veulent pas. Ils non. sont vraiment dans un esprit de secte. Ouais. Vous avez une réponse d'ailleurs de cette jeune femme? Non, elle n'a pas répondu. Ouais. Non. Et dans votre livre sur la gauche et la guerre, c'est intéressant parce que vous mentionnez quand même le financement de certains intellectuels durant la guerre froide par la CIA ou des organismes affiliés. Alors j'étais assez surpris d'ailleurs de voir des noms comme Foucault, Hannah Arendt, George Orwell. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi finalement une sorte de corruption un peu plus directe Oui, pas forcément consciente dans le chef de chacune de ces personnes. Ils sont subtils, ils sont malins. Mais effectivement, c'est un livre remarquable qui est épuisé, mais qui va être réédité, j'ai entendu, de Franz, si je me souviens bien, Frances Stone Saunders. En anglais, c'est Who Pays the Piper Chooses the Music. Donc, qui paye le flûtiste, il choisit la chanson qu'on va chanter. Et elle explique effectivement que la CIA, le MI6 britannique, qui est très influent, ont acheté, il n'y a pas d'autre mot, des gens dans la période de la guerre froide, des intellectuels, surtout plutôt à gauche, c'est ça qui les intéressait, pour influencer et empêcher l'Europe de devenir communiste, tout simplement. Ça, c'était l'obsession des États-Unis. Et voilà, ça joue un rôle. Et donc, elle a montré, c'est un phénomène important, elle a montré que la CIA apportait des valises de dollars carrément à des politiciens, à des syndicalistes, à des académiques, des écrivains célèbres, etc. Et donc Orwell a joué un rôle là-dedans. Il a d'ailleurs aussi dénoncé des gens. Huxley aussi, ils ont dénoncé des gens au macartisme. J'étais surpris de lire Hannah Arendt, par exemple. Ça, oui, mais écoutez, ils sont malins. Ils prennent des penseurs, des artistes, des intellectuels qui ont de l'influence, qui ont une pensée originale, et ils essayent de l'amener de bon côté. Elle ne doit pas nécessairement dire « vive les États-Unis »,
Mais avec son concept de totalitarisme, qui est un concept absurde au point de vue scientifique, de mettre le nazisme et le communisme, chacun ses opinions, mais de mettre ça dans le même sac et dire voilà, c'est le totalitarisme, c'est assez absurde et ça a piégé beaucoup de gens dans leur réflexion, alors que ce qu'on voit maintenant dans notre société occidentale, c'est qu'elle est en train de devenir totalitariste, hein, avec les GAFAM qui espionnent absolument tout ce que vous faites, qui vous font des pièges de la pensée sur mesure, avec ce contrôle de l'information. Je rappelle que les GAFAM, ils collaborent avec l'OTAN, ils collaborent avec le Pentagone, le gouvernement américain. Ouais. On est dans une société, voilà, je m'écarte de la question, mais on est dans une société qui devient très totalitaire. Et toute cette répression que vous voyez en France contre les gens qui défendent la Palestine et qui critiquent Israël, on est dedans. Et donc, pour revenir à cette question, oui, ça joue un rôle important. Je crois que quand on vit dans une société coloniale comme l'Europe, il y a un énorme travail à faire sur soi-même pour comprendre d'où on vient, comment on a été éduqué. C'est quelque chose que je cite souvent parce que dans les années 50, moi j'ai été élevé chez les jésuites à Bruxelles, au collège Saint-Michel. C'était un collège très élitiste. C'était vraiment la pensée catho de droite, bien élitiste. Vous êtes issu d'une famille comme ça, d'ailleurs? Pardon? Vous êtes issu d'une famille... J'étais au collège pas par hasard. Ma famille m'avait mis là. Et au cours de catéchisme, on m'enseignait les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. On ne nous disait pas que Léopold II avait coupé la main des gens qui ne voulaient pas extraire le cuivre et le caoutchouc pour lui. On nous disait bien sûr que les Arabes étaient sournois, que les Chinois étaient sadiques. Bref, il n'y avait que les Européens qui étaient bien. Et quelque part, hein, l'Europe qui a, je le rappelle, pratiqué le génocide des Indiens, la traite des esclaves, qui a massacré en Afrique, pour que ce soit accepté, il faut qu'il y ait l'idéologie qui va avec. Les gens qui exécutent, ça ne sont pas des monstres, il faut qu'on les persuade. Et donc l'Église, je rappelle, a eu ce fameux débat. Les Indiens n'ont pas une âme, donc c'est pas un péché de les tuer. Et donc, nous devons absolument, nous Européens, nous rendre compte que nous vivons dans 5 siècles de colonialisme et qu'il n'est pas encore sorti de notre tête. Et peut-être que les gens autour, les plus jeunes, n'ont pas eu des exemples aussi caricaturaux que ceux que j'ai vécus. Mais il faut se rendre compte qu'il y a, allez, je discutais avec des Suisses comment ça se passe ici, il y a aussi une mentalité de caste supérieure et de mépris, hein, on peut le dire, vis-à-vis des immigrants, vis-à-vis des réfugiés. En Belgique aussi, bien sûr, en France aussi, il y a tout ce racisme qui revient, qui est relancé par des partis d'extrême droite qui conditionnent les esprits. On voit des partis de droite qui vont reprendre des thèses racistes d'extrême droite, ça se voit dans toute l'Europe. Et donc, voilà, c'est les gens qui marchent dans ces guerres devraient vraiment travailler sur comment les médias les ont conditionnés à accepter une version des faits qui est fausse et une version qui cache les intérêts stratégiques et économiques derrière la guerre. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit certains partis de droite, des fois plus pertinents que des partis de gauche, pour, par exemple, dénoncer la guerre en Ukraine, par exemple. C'est très frappant. Et voilà, ça oblige à remettre en question les idées qu'on a. Je crois que c'est lié à la démission de la gauche, justement. La gauche avait toujours été à la tête des manifestations, des pétitions, des actions anticoloniales. Elle a disparu et les gens qui cherchent et qui n'ont pas forcément réfléchi, qui n'ont pas lu déjà le programme très antisocial de cette extrême droite, qui est donc un programme contre eux. Il faut voir Marine Le Pen qui refuse toutes les mesures sociales, qui adopte exactement les mêmes mesures que Macron et ses prédécesseurs. Mais donc voilà, les gens il faut réfléchir. Et ceci dit, je crois qu'il faut discuter avec beaucoup de gens. Moi, quelqu'un qui vote à l'extrême droite, je ne vais pas lui dire « ça y est, tu vas en enfer, c'est fini ». Donc, j'essaie de discuter pour comprendre. Il y a un point effectivement positif, c'est qu'on voit une série de mouvements qui dénoncent ces guerres avec une analyse correcte. Souvent, ils ne comprennent pas, je pense, la cause profonde de ces guerres, mais ils s'y opposent et ça, c'est un point important. Et donc, oui, on doit réfléchir parce que, pour moi, le problème est de comprendre les causes des guerres. Qui fait les guerres? Dans quel intérêt? Et
dans les livres, dans les films, j'ai essayé de montrer que ce sont les multinationales qui veulent, d'une part, contrôler des matières premières très nécessaires, soit pour elles-mêmes, pour faire des bénéfices, soit pour en priver les adversaires et se placer en position favorable dans la guerre commerciale. Je rappelle que les États-Unis mènent une guerre contre l'économie de l'Europe. Donc voilà une raison pour ces guerres. Et la deuxième raison, c'est de maintenir la domination des États-Unis sur le monde parce qu'ils sont en déclin, ils sont en train de se faire rattraper et dépasser, ils sont en train de voir l'ensemble du bloc du Sud, très hétéroclite, s'unir sur le fait d'échapper à leur domination. Donc c'est des guerres pour ça. Et je pense que les gens doivent se rendre compte que les guerres sont le produit de la stratégie des multinationales et que quand on regarde les multinationales de la finance, de l'armement, du big pharma, de l'alimentation, etc., on se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir possible pour l'humanité avec ces multinationales-là au pouvoir. Et donc, on doit réfléchir. Le programme de l'extrême droite ne répond pas du tout à ça. Il n'a aucune solution sur la domination des multinationales. Et donc, on doit réfléchir et on doit élaborer ensemble. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de choses ont changé. On est dans les pays qui ont cette relation-là avec les pays colonisés. On doit réfléchir ensemble à un programme qui va permettre aux gens de vivre mieux, sans guerre, sans terrorisme, sans immigration de masse forcée avec toutes ses conséquences. Je veux dire, on a tous les jours à la radio, on entend des dizaines de migrants qui sont morts dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, etc. Et on s'habitue. Hein, on s'habitue, oui, voilà, c'est tous les jours, etc. On ne peut pas s'habituer à ça. On doit se rendre compte qu'on vit dans un monde complètement inhumain et que ce sont les multinationales qui, en fait, tendent un mirage au reste du monde. Quand on voit les films, Hollywood, quand on voit les séries télévisées, les jeux, etc., il y a ce que j'appelle un mirage. C'est-à-dire que cette industrie du spectacle donne, qui est évidemment avec des gros intérêts financiers derrière. Nous avons publié un livre qui montre que le Pentagone et la CIA influencent et modifient les scénarios des films et des séries d'Hollywood, même progressistes. Et on doit se rendre compte que cette société du spectacle nous donne un mirage. Elle dit quoi aux migrants d'Afrique, d'Amérique latine, du monde arabe, d'Asie, etc. Elle leur dit: viens ici et tout ira bien. Ici, c'est le paradis, on a une belle maison, on a une voiture, on a un bon job et tout ira bien. Et quand ils arrivent ici, évidemment, ils voient le contraire. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui vivent très mal. Et donc, c'est un piège parce qu'on aspire toutes ces forces de travail qui ont été formées là-bas. La formation a coûté de l'argent. Ces pays, ils ont besoin de médecins, d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, de profs, etc. Ils ont besoin de ça pour s'en sortir et on vole leur cerveau, on vole la main-d'œuvre. Et donc, je crois que on a une réflexion à faire. Les multinationales qui font ça ne sont pas compatibles avec l'avenir de l'humanité. Il va nous falloir inventer un système où ce sont les gens qui décident et pas les multinationales. Et finalement, dans cette recherche de solutions d'un système économique différent, est-ce que justement les oppositions droite-gauche traditionnelles ne sont pas un peu obsolètes aussi? Ça dépend. Ça dépend comment on les définit. C'est ça. Alors, comment vous définissez la gauche, peut-être? Voilà. Pour moi, j'appelle la droite des partis qui défendent le pouvoir économique, qui défendent les multinationales et qui donc défendent l'écart riche-pauvre qui, je le rappelle, est en train de s'aggraver. Vous avez même des très riches aux États-Unis qui disent on ne paye pas assez de taxes. Et ils le disent pourquoi? Pas par générosité, mais parce qu'ils ont peur d'une révolution. Donc, eux, ils disent bien que ça existe. Vous avez Warren Buffett, le plus grand investisseur du monde, qui a dit, bien sûr qu'il y a une lutte de classe et c'est ma classe qui est en train de la gagner. Donc, il donne la réponse. Et ce qui est paradoxal, c'est que la gauche de gouvernement, en gros les PS, sont devenus des partis de droite qui appliquent en gros la même politique néolibérale qui baisse les taxes,
qui augmente les prélèvements, qui aggrave les conditions de travail. Et alors, on saupoudre un petit peu quelques mesures de protection sociale pour dire, nous, on est meilleurs que les autres. Mais en réalité, les gens disent gauche-droite, ça ne marche plus parce que ils voient des partis de gauche, je pense à Mitterrand, je pense à François Hollande, qui font la même chose que des partis de droite. Donc, ils disent, ça ne vaut plus. Pour moi, un parti de gauche, justement, une organisation de gauche, elle s'oppose à ça. Elle veut mener une politique pour la grande majorité. On a dit les 99% contre le 1%. Oui, la société, il faut voir l'analyse des revenus. Ces écarts, ils s'aggravent dans tous les pays d'Europe. Et donc, le problème, il vient de là. C'est ça, donc c'est une gauche qu'on pourrait dire peut-être d'extrême gauche ou marxiste, ou qui en tout cas représente encore, je dirais, une certaine idée de défense du prolétariat, des ouvriers. Ouais, j'aime pas du tout les étiquettes. Et je refuse en fait de réfléchir en étiquettes, parce que quand on colle une étiquette, on bloque la pensée pour réfléchir. Parlons des problèmes, parlons des faits, regardons ensemble des solutions, et vraiment à bas les étiquettes. Je veux dire, on est toujours l'extrémiste de quelqu'un et la question est de savoir quel est le problème qui se pose, quelle est la solution, quelles sont des mesures qui pourraient améliorer la situation des gens, qui pourraient, voilà. Je crois qu'il faut réfléchir en termes de problèmes objectifs. Alors, vous aviez parlé de médias mensonges. Peut-être revenons sur ce concept que vous employez régulièrement. Alors peut-être qu'est-ce qu'un média mensonge et finalement, quels sont-ils? Je crois que vous en définissez 5. Alors est-ce que vous pourriez un peu développer, détailler ce concept? Disons que le média mensonge, il y a différentes formes. Ça peut être carrément une fake news, comme on dit maintenant, un truc qui a été inventé. Ça peut être une information où les images sont vraies mais sont sorties de leur contexte, c'est-à-dire que soit ça se rapporte à un autre pays, une autre époque, soit carrément c'est pas celui qui l'a dit qui l'a fait. Et puis il y a les silences et les choses qu'on cache. C'est des formes différentes et je dirais les choses qu'on cache sont peut-être encore le plus important de tout. Pour apprendre aux gens à repérer les médias mensonges, parce que ça, pour moi, c'est très important. Il faut se sortir de l'idée que ce que j'appelle la bataille de l'information, elle va être menée par quelques super-héros qui écrivent des livres, qui font des films, qui passent dans des débats, etc. Et il faut se rendre compte qu'il faut absolument que chaque citoyen, et particulièrement les jeunes, apprennent à repérer les médias mensonges, apprennent en quelque sorte l'autodéfense intellectuelle. Alors évidemment, c'est pas possible pour une personne de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité et d'aller mener une enquête sur tiens, est-ce que ça s'est vraiment passé là? Est-ce que c'est vraiment une image de ce conflit? Est-ce que on nous cache des choses, etc. Bon, ça prend trop de temps. Et donc, il faut, je crois, d'une part, soutenir des groupes qui font le travail sur la désinformation. Et d'autre part, je pense qu'il faut apprendre soi-même à se vacciner, si j'ose dire, par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai, à la suite de Anne Morelli, qui avait lancé le concept des principes de la propagande de guerre, j'ai proposé une version un peu plus courte et plus axée sur l'économie et les aspects modernes, une version des 5 principes de la propagande de guerre. Premièrement, quand on vend, parce que il suffit de lire les textes des stratèges du marketing comme Bernays, Lassalle et d'autres aux États-Unis, déjà il y a un siècle. Lasswell, vous dites? Oui, voilà aussi. Ils proposent vraiment des trucs de marketing pour vendre une guerre. Et donc, quand on nous vend une guerre, il faut appliquer 5 principes. Le premier, occulter les intérêts économiques. Je parlais des multinationales et du fait que les guerres sont toutes des guerres pour le fric des multinationales, pour maintenir leur position dominante. Et ça, on peut le montrer sur la Libye, la Syrie, l'Ukraine, Gaza, la Palestine,
Aussi ce que j'appelle des guerres non déclarées, mais qui sont tout aussi agressives, le Venezuela, Cuba, voilà. Occulter les intérêts économiques. Le deuxième principe de la propagande de guerre, c'est occulter l'histoire, parce que les guerres, les conflits, ils ne surgissent pas de nulle part. Il y a des situations locales, il y a des conflits existants entre des groupes religieux, entre des minorités et des majorités, entre un dictateur et certaines régions, sur toutes sortes de questions. Et ce qui est frappant, c'est que, au fond, ces situations viennent du colonialisme. C'est les Anglais qui ont créé la situation en Irlande en important des colons pour aller coloniser et piquer le blé de l'Irlande. C'est les Anglais qui ont institué l'Inde, qui ont créé la division Inde-Pakistan, etc., qui ont créé avec les Français la situation en Palestine et au Moyen-Orient. Et donc, on peut voir partout les Belges au Congo, au Rwanda-Orundi, en utilisant les Hutus contre les Tutsis ou l'inverse, etc., le traditionnel diviser pour régner. Et donc là, on a la racine de toute une série de conflits que, à un moment donné, les États-Unis ou la France décident d'exacerber parce qu'il y a un régime qui les embête, parce qu'ils veulent un contrôle plus direct sur la région ou parce qu'ils veulent empêcher un concurrent de s'installer dans la région. Donc, occulter l'histoire. Le troisième grand principe, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de Saddam Hussein et des bébés, des couveuses volées, et des oiseaux martyrisés. Et donc, le troisième principe, c'est diaboliser. Si vous voulez vendre la guerre, vous pouvez évidemment pas dire je fais la guerre pour les bénéfices, pour le pétrole, etc. Donc, il faut inventer un motif noble, ce que Anne Morelli a très très bien expliqué aussi. Et donc, nous, les Occidentaux, on est là pour défendre la démocratie, les femmes, contre le terrorisme, contre les armes de destruction massive, etc. Et donc, il faut flanquer la trouille. C'est aussi simple que ça. Il faut présenter... Les gens, évidemment, n'ont pas envie qu'on fasse la guerre. Ils savent quand même que la guerre, c'est pas une bonne solution. Et donc, il faut leur dire que c'est absolument nécessaire pour arrêter un grand danger. Et donc, on va diaboliser en montrant des images de l'ennemi, le dirigeant ou un groupe dirigeant. On va jamais dire qu'en fait, on fait la guerre contre l'ensemble d'un peuple. Non, c'est toujours... Et on va évidemment, comme je l'ai dit, démoniser, diaboliser avec des images. Très important. Et si on les a pas, on va en chercher et on fabrique. Un quatrième principe de la propagande de guerre, c'est d'inverser l'agresseur et l'agressé. C'est-à-dire qu'on doit toujours se présenter comme la victime. Bush, après le 11 septembre, les États-Unis sont attaqués. Ah ben oui, vous venez d'attaquer tout plein de pays, vous avez massacré les Arabes, des musulmans, vous avez semé la désolation. Oui, vous avez le boomerang, vous n'êtes pas la victime, vous êtes l'agresseur, vous restez l'agresseur. Israël est très fort dans ce rôle-là aussi, de se présenter toujours comme la victime des méchants Arabes, alors que Israël, depuis le départ, a volé une terre qui ne lui appartenait pas et est donc l'agresseur fondamentalement. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, c'est-à-dire empêcher l'autre information de pénétrer vers le public et que le public puisse se dire il y a une guerre, je dois confronter les deux versions, je dois écouter les deux. Dans ça, il faut pas que les gens puissent réfléchir, il faut les endormir. Donc 5 principes, l'économie, l'histoire, diaboliser, inverser agresseur agressé, monopoliser. Si on a ça, on a les moyens de se défendre contre une situation qu'on ne connaît pas et on a les moyens de dire je doute, je vais vérifier, je ne vais pas m'engager sans réfléchir. Vous parliez des Israéliens qui ont volé la terre des Palestiniens. Est-ce que c'est pas plutôt les Européens, notamment les Anglais, qui leur ont mis à disposition cette terre? C'est vrai que les Israéliens n'auraient jamais pu faire ça par leur propre force, qui était faible au départ. Et c'est vrai, comme l'a montré Saïd Bouamama dans son livre Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, que Israël, c'est un cas particulier de colonialisme. On peut parler de capitalisme collectif, c'est-à-dire qu'Israël, c'est l'agent sur place. Dans une interview qu'il m'avait donnée, Noam Chomsky disait Israël, c'est le flic du quartier, c'est le flic du Moyen-Orient. Et il le fait pour le compte, au départ de la Grande-Bretagne et de la France, puis des États-Unis qui ont pris le relais, et maintenant d'un peu tout le monde, y compris la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Israël est l'employé de toutes ces puissances-là.
Mais bon, il faut souligner que le travail sur place, il a été fait par d'abord par les milices sionistes qui déjà dans les années 30 ont commis énormément d'attentats contre les Britanniques, contre les Arabes et aussi contre les Juifs qui vivaient là et qui n'acceptaient pas l'idée sioniste. Et ensuite, bon, la Nakba quand même, c'est très très important. Ça devrait être enseigné dans les écoles, ça ne l'est pas, c'est vraiment... Et qu'est-ce que c'est alors, en quelques mots, la Nakba? La Nakba, c'est le fait que l'armée israélienne a chassé 800 000 Palestiniens, c'est énorme par rapport aux populations de l'époque, a détruit 400 villages et a vite installé des villes, des villages et des kibboutz à la place de ça pour occuper le terrain en interdisant de revenir. Et donc, c'est tout un peuple qui a été condamné à l'exil et à vivre la vie de réfugié. Imaginez un peu, en Suisse, bien paisible, bien calme, bien tranquille. Imaginez que des gens arrivent et disent « Nous, il y a 2000 ans, on vivait ici et toi, maintenant, dehors, tu vas dans la cabane de jardin. » Mais tout le monde deviendrait fou avec ça. Et donc, on ne rappelle pas ça à la télévision. On dit « Israël a le droit de se défendre, Israël est attaqué. » Non, ils ont volé la terre. Ils maintiennent leur domination par une violence inimaginable. La situation de Gaza avant le 7 octobre, c'était une horreur. Personne ne voudrait vivre comme ça. Et on ferme les yeux parce que c'est nos amis les Israéliens. Et donc, enfin, nos amis le régime. Il y a des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et heureusement, il y en a peut-être de plus en plus. Mais donc, on a une responsabilité énorme, vous avez raison de souligner, par rapport à ça. Nous sommes la puissance coloniale en Israël maintenant. Sans nous, ces femmes et ces enfants seraient encore vivants. Ça, c'est vraiment important à dire. Et de cette manière-là, on peut dire aussi peut-être que certaines populations juives ont été piégées par cette espèce d'illusion qu'on leur donnait, qu'il pouvait y avoir une terre promise pour habiter après les massacres du XXe siècle et d'avant. Moi, j'ai déjà écrit et je redis, Netanyahou est le pire antisémite. Ok, Netanyahou, c'est lui qui fait énormément de tort aux Juifs. D'abord, il fait du tort à tous les Juifs qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont désignés. Et il y a un vrai problème, ça excite la haine antisémite. Il faut réagir par rapport à ça. Donc Netanyahou, il excite contre les Juifs et même, je dirais, les Israéliens qui vivent là, ils sont victimes de cette politique-là aussi. Bon. Malheureusement, cette société est tellement intoxiquée par la propagande qui est donnée qu'ils soutiennent encore majoritairement les crimes de Netanyahou. Mais ça fait du tort. C'est pas une solution. C'est pas possible de vivre comme ça. Et il y a des gens, et de plus en plus de gens aussi en Israël, qui le disent. On ne peut pas vivre en attaquant tous nos voisins et en vivant en état de guerre permanente. Ça, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Et donc, j'espère que les Européens vont prendre conscience de leurs responsabilités et vont dire stop aux armes. Alors Netanyahou sera bien obligé de négocier. Et stop aux armes, stop au colonialisme, respect du droit. Donc, il faut maintenant juger les gens pour le crime de génocide, qui est confirmé par des juristes. Il faut juger les dirigeants européens qui ont été complices du génocide, parce que la Cour internationale leur avait enjoint de ne prendre aucune mesure qui aidait le génocide possible. Et ils l'ont fait. Ils ont continué, Macron et compagnie, à envoyer des armes. Donc ils devront être jugés pour ça. Et je pense qu'il y a une grande bataille de l'info et du débat qui doit se mener. Ça doit cesser d'être un tabou. On doit cesser de nous faire peur en disant vous allez importer le conflit, il est déjà là. Vous allez semer la haine, elle est déjà là. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de lancer un grand débat public. Aussi, je lance un appel aux médias mainstream. Il faut absolument qu'il y ait de vrais débats sur la question Israël-Palestine et sur toute la question de l'histoire et sur tout ce que je viens de dire, parce que des journalistes ont relayé, consciemment ou non, des mensonges qui sont responsables aussi du fait qu'on a bombardé des femmes et des enfants et qu'on a détruit complètement Gaza, qu'on continue à attaquer en Cisjordanie dont on parle trop peu, et qu'Israël occupe maintenant une partie de la Syrie avec des conséquences. Et donc on a un vrai débat très large et sans tabou à mener. C'est vraiment un appel que je lance.
On entend aussi dire, par exemple en France, qu'il y a une grosse partie des médias, notamment de gauche, qui sont pro-musulmans et antisémites. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, Netanyahou et le lobby sioniste qui est très actif en France, ils utilisent ce qu'ils peuvent. Il faut lire un ouvrage de Ilan Pappé que j'ai publié en français, La propagande d'Israël, et notamment le dernier chapitre. Il faut lire ça parce que il a fait un travail de recherche et il s'est procuré des entretiens, des discussions qui ont eu lieu en Israël entre les stratèges marketing d'Israël. Dans le temps, Israël avait une belle image de marque. C'était le petit pays contre les grands, c'était les Juifs contre tous les Arabes, et c'était la terre de liberté, de créativité, etc. Moi, à 20 ans, j'étais pour Israël. Hein. On m'avait éduqué comme ça. Et cette image, elle a commencé à se dégrader beaucoup. Déjà l'agression au Liban en 2006, et puis quand ils ont attaqué la flottille de Gaza et quand ils ont attaqué en 2008-2009. L'image s'est dégradée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils se sont réunis et ils ont un peu paniqué. Notre image, les gens ont une image négative de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la première réponse a été, on va faire de la promo que Israël c'est un pays occidental, moderne, qu'on n'a pas de problème avec les homosexuels et on va faire ça. Ça n'a pas marché. Après, très vite, déjà vers 2010-2011, il y a des gens qui ont dit non, la solution c'est de faire de la diabolisation des gens qui nous critiquent. Et donc, dans ce livre que je vous cite, qu'on a réédité, il y a des déclarations textuelles. Il y a un certain général Dangote, très haut placé, qui dit « Internet, c'est une guerre, il faut la mener, il faut mener la guerre de l'information comme on mène la guerre normale. » Deuxièmement, il y a des stratèges qui disent « Il ne faut pas discuter sur les faits, parce qu'on va perdre. Il faut, avec les critiques, les salir, les calomnier. » Alors, vous savez qu'Israël est très fort en espionnage, logiciel Pegasus, etc. Et donc, c'est clair que si, parmi les gens qui critiquent Israël, qui prônent le boycott des produits israéliens, etc., si quelqu'un a quelque chose à se reprocher dans sa vie ou dans sa famille, etc., on va le sortir et on va dire « Attention, on vous a à l'œil ». S'il n'y a pas, on fabrique de la calomnie. Donc sur moi, ils ont perdu des débats que j'ai eus avec le lobby sioniste dans la fameuse émission Ce soir ou jamais de Tadei. Et donc ils ont décidé, on ne discute plus avec Colomb et on téléphone, et ils le font encore maintenant, aux organisateurs de débats. Il ne faut pas l'inviter, sinon on va faire des pressions sur vos subventions ou on va appeler au boycott de votre commerce et des choses comme ça. Ça, vous avez des éléments concrets pour... Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a des organisateurs qui ont été contactés. Et qui vous ont dit ça après, ouais. Et donc, ils ont décidé d'attaquer et de salir. Ils l'ont d'abord fait par des initiatives un peu isolées. Et ensuite est venue une grande réforme en Israël où on a vu la création du ministère des Affaires stratégiques. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce qui se cache sous ce nom un peu conspi. Et en fait, c'est un ministère d'Internet. C'est un ministère qui est chargé de la propagande d'Israël sur Internet contre les critiques. Et qui a pris sa direction? C'est une femme militaire qui s'appelle Sima Vakningil et d'où elle vient de l'espionnage. Donc, elle a une expérience. Et elle a reçu des gros budgets, c'est pas moi qui l'invente, elle le dit elle-même, des gros budgets pour ce qu'elle appelle inonder Internet. Alors dites-vous bien que si vous publiez une critique sur Internet, si vous écrivez un livre, si vous appelez organiser une manifestation ou une action BDS, dites-vous bien que dans les 5 minutes, ils sont au courant et ils ont engagé des centaines d'étudiants qui se font de l'argent de poche, des soldats, et tout ce que vous faites est relevé. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut le savoir. Et donc, ça remonte et ils décident qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va, par exemple,
appeler le lobby à Paris, à Genève, à Bruxelles pour boycotter cette action, ou est-ce qu'on va lancer des choses sur Internet, on lance des trolls, on lance des calomnies, on essaye de pourrir les discussions, tout le monde a déjà vécu ça. Et donc, il y a cette puissante ministère des Affaires stratégiques, ils ont des gros budgets, et ils essayent, et le problème pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas discuter sur les faits, donc ils vont essayer de faire diversion. Vous êtes un antisémite, et on va essayer d'utiliser des arguments, et si on n'en a pas, on va les créer. Les gens doivent savoir, ça fait partie de la bataille de l'info, et plutôt que d'en avoir peur et de se taire, je pense qu'il faut contre-attaquer, et il faut être très très présent sur Internet, dénoncer ça, et chaque fois qu'il y a des choses qui se publient comme ça sur Internet, j'ai mis des photos et des images de ce ministère, de cette femme, de leur calomnie, de leur raisonnement, dans le livre sur le 7 octobre. Et prenez ça sur votre téléphone, diffusez-les, mettez-les sur les réseaux. Chaque fois qu'il y a ça, je veux dire, c'est un ministère qui fait beaucoup de tort. S'il n'y avait plus ce chantage à l'antisémitisme, on discuterait de la réalité, à savoir Israël est une puissance coloniale, ça doit se terminer. Parlons justement de ce livre sur le 7 octobre, ça fait bien la transition, parce qu'effectivement, cette date a été clé en fait dans le déclenchement de la guerre, de l'invasion de Gaza et du nettoyage ethnique qui en a suivi. Finalement, si vous deviez ressortir de ce livre les quelques principaux éléments, quels seraient-ils? Oui, c'est effectivement une enquête sur les fake news du 7 octobre qui ont eu un très très grand impact. En bref, les choses, les médias mensonges sont, cacher le fait que c'est une opération militaire. On nous a dit c'est pour massacrer un max de gens. Non. C'est une opération contre les bases qui encerclaient Gaza, à partir desquelles des snipers tiraient dans la tête des enfants, dans les genoux des gens, à partir desquels on lançait des bombes au phosphore, à partir desquelles on menait depuis des années des agressions épouvantables contre Gaza. Donc vous dites c'est le Hamas qui a mené une opération militaire? Pas que le Hamas. Hamas a l'initiative, mais je souligne, et les médias ne le disent jamais, que toutes les milices de résistants palestiniens ont participé, il y en a 5 je pense, y compris les marxistes laïcs du FPLP et du FTPLP. Ils ont participé à l'initiative du Hamas, mais ensemble, et ils continuent à défendre l'action et à résister ensemble. Ce point-là est très très important, c'est pas une affaire religieuse, c'est vraiment une affaire d'occupation coloniale. Et donc, ça c'est la première chose qu'on nous cache, c'est une opération légitime que les stratèges israéliens disent elle est brillante, elle a été préparée depuis longtemps, ils les ont pris par surprise, et elle a été menée de façon très efficace. Chacun savait où il allait, ce qu'il devait faire, il avait un plan, etc. Et elle a bien réussi. Ils ont paralysé les communications, y compris de l'armée, qui était vraiment prise au dépourvu et qui a réagi n'importe comment pendant un bon moment. Ça, c'est le premier média mensonge, par occultation. Le deuxième, c'est l'histoire des 40 bébés décapités. Qui a fait beaucoup de bruit, effectivement. Ouais. Qui a fait beaucoup de bruit, qui a été relayé par toute la presse et la télé. Je montre le livre, il est basé sur des images des télés qui publient ça. Et c'est un scandale parce que il n'y avait qu'une seule source. Nous avons mené l'enquête et c'est un suprémaciste d'extrême droite qui a déjà tout un passé, etc. Il n'y avait aucun élément probant. Les autres correspondants occidentaux sur place n'ont rien confirmé. C'est quand même étonnant. Vous avez 40 bébés décapités et ils n'en disent rien. C'est quand même bizarre. Et la source était I24 News, qui était la chaîne du Patrick Drahi, un des hommes franco-israéliens, un des hommes les plus riches de France, habitué des médias mensonges, copain Netanyahou, très suspect. Et qui possède BFM TV et qui médias. Possède, voilà, et qui a donc relayé tout ça, mais les autres ont continué. Et donc, personne n'a investigué sur cette chose-là. Un petit peu Libération, mais seulement sur des aspects secondaires. Et donc, c'est un point très important parce que les journalistes qui reçoivent cette nouvelle et qui la relayent, il faut quand même se poser des questions logiques. 40 bébés décapités, hein, pas 2 ou 3, 40. Il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Alors, vous mettez de côté les hommes, les enfants, les femmes âgées. Il reste
maximum une centaine de femmes en âge de faire des enfants. Et on est en train de nous dire que dans ce petit kibbutz, 40 femmes ont donné naissance dans l'année à 40 bébés qui ont tous été décapités. C'est n'importe quoi. C'est mathématiquement difficile. Voilà, c'est mathématiquement impossible. Pourquoi est-ce qu'un tout petit groupe qui a peu de moyens, il pose cette question et pourquoi aucun des grands médias refuse de la poser? Donc, c'est un très grand média mensonge. Alors maintenant, on n'en parle plus tellement, ils n'osent pas, mais ça a fait son chemin dans la tête des gens. Ça a installé l'idée que oui, le Hamas, c'est des violeurs, donc ils méritent ce qu'on leur fait. Et donc, le deuxième grand média mensonge, ça a été l'histoire des femmes violées. C'est-à-dire, on nous a dit, ils ont violé en masse, etc. On n'a pas pu produire un seul témoignage d'une seule personne. Récemment, l'info est passée inaperçue. Les procureurs israéliens ont dit on a un problème, on n'a absolument aucun témoin là-dessus. Nous l'avons dit déjà dans le bouquin, mais les médias mainstream ont refusé d'en parler. Les témoignages sont contradictoires, ne tiennent pas debout, et donc nous pensons qu'il n'y a pas eu ces différents viols. Le New York Times a d'ailleurs été accusé pour un reportage sensationnel qu'il avait publié par ses propres journalistes et correspondants qui ont dit là, vous avez inventé des trucs, vous avez respecté aucune déontologie. C'est étonnant, une révolte des propres journalistes du New York Times contre ce quotidien prestigieux. Et le troisième grand média mensonge, c'est les otages. Le but était d'exterminer un maximum de gens. C'est faux. On a caché que le deuxième but de l'opération, après la destruction des bases militaires, c'était de ramener à Gaza vivant un maximum de prisonniers. Pourquoi? Pour les échanger contre les prisonniers qui sont des otages d'Israël depuis parfois des dizaines d'années. Vous avez des gens qui sont en prison, sans jugement, sans inculpation, et ça, l'Occident ne fait rien, tranquille, ça peut continuer. Et donc, ils voulaient des échanges de prisonniers. Et ça, c'était leur but finalement, le but premier. Oui. Je crois qu'il y avait un but psychologique de montrer que l'armée d'Israël n'était pas invincible comme elle l'était. Et ils ont réussi. Et le deuxième but, c'était effectivement d'échanger des otages. Et ça, c'est complètement caché par Macron, par les médias mainstream. Donc, le 7 octobre est un festival de désinformation. Je suis très triste qu'aucun des médias mainstream à qui nous avons envoyé ce livre n'a même fait un accusé de réception pour... Voilà, et ils ont tous refusé d'en débattre. Et je dis que là, il y a une responsabilité. Les médias mensonges, ça tue. Quand on met dans l'opinion des citoyens européens, quand on leur met dans la tête que le Hamas et les autres milices de résistance, je souligne, ne sont pas des résistants, mais sont des terroristes, alors oui, évidemment, contre les terroristes, certains disent qu'on peut employer tous les moyens. Mais ce n'est pas le cas. C'est une opération qui, au niveau du droit international, est légitime. J'insiste, elle est légitime. L'ONU reconnaît le droit d'un peuple occupé de résister par les moyens qu'il juge nécessaires. Les Palestiniens, ils ont tout fait. Ils ont fait des mémorandums, ils ont fait des négociations, ils ont fait des publications, ils ont fait des marches pacifiques, on leur a tiré dessus. Il ne leur reste que la résistance armée. Israël et Netanyahou ne comprennent que ça. Et il y a bien eu des civils israéliens tués pourtant dans cette attaque, je dirais. Oui. Alors, est-ce qu'on a un chiffre de combien il y en a eu et finalement, pourquoi et ça s'est passé? Oui, dans le livre, nous publions des chiffres. Sur 1200 victimes, les stats essentiellement israéliennes, Al Jazeera a aussi fait une enquête, mais on a recoupé tous les sites israéliens. On arrivait, je crois, à un chiffre de 250 soldats tués. Je répète, ce sont des cibles légitimes en droit international. Une bonne centaine de gardiens de sécurité et forces annexes armés, ou de gens qui ont pris les armes. Et nous menons aussi une enquête sur la procédure Hannibal, c'est-à-dire le fait que Israël a tué non seulement des soldats, mais aussi des civils qu'on emmenait à Gaza pour l'empêcher. Et la doctrine Hannibal dit si vous ne pouvez pas libérer un otage, vous devez tuer tout le monde. Comme ça, il n'y a plus de problème d'échange. Pour éviter qu'il y ait des otages qui soient pris. Ouais. Voilà. Et donc, notre chiffre dit que ce nombre-là peut aller jusqu'à une bonne centaine. Alors, si on fait le calcul, il reste quand même plusieurs centaines, peut-être 600, 700, de civils qui ont été tués
Et là, il faudrait une enquête internationale que Israël a refusée pour comprendre. Évidemment, beaucoup des gens qui ont fait ça ne sont plus là parce que beaucoup ont été tués, mais il faudrait absolument une enquête. Notre analyse provisoire, je le répète, on n'a pas été sur place, il n'y a pas le moyen pour personne de faire les enquêtes. Notre analyse est que les combattants palestiniens ne s'attendaient pas à trouver tous ces civils. Ils attaquent un samedi matin, un jour de repos, de congé, c'est voulu d'ailleurs, et ils s'attendent à trouver la place déserte et les routes aussi. Et ils se retrouvent face à des centaines de civils à pied ou en voiture, et voilà, est-ce qu'ils ont considéré Ils viennent du festival Nova, que c'était un obstacle à leur opération? Ça ne justifie pas. Et on peut très bien estimer qu'en droit international, ces gens devraient être jugés et poursuivis. Il faudrait voir dans tous les cas, il faudrait une vraie procédure judiciaire. Mais voilà. Alors quand vous dites aux Palestiniens, ils nous disent, OK, le droit international, le droit humanitaire, qu'est-ce que vous en avez fait quand on a massacré les Palestiniens? Et donc voilà, c'est tout le débat qui s'engage. Mais je crois qu'il faudrait absolument une enquête et être ouvert à établir ce qui s'est passé. Est-ce qu'Israël a vraiment été prise par surprise par cette attaque du 7 octobre? Il semble, en tout cas vous le dites dans votre livre, qu'il y avait eu des renseignements qui sont remontés sur une préparation, une attaque possible par les forces palestiniennes. Qu'en sait-on aujourd'hui exactement? Il y a des indices, à savoir qu'il y a eu des signalements par les femmes chargées de la surveillance de tout ce qui se passait autour de la clôture et du mur, et elles ont sonné l'alerte en disant qu'il y avait des préparatifs bizarres. Il faut savoir qu'évidemment Israël sait tout ce qui se passe dans la bande de Gaza et que le Hamas avait organisé des exercices, des manœuvres, on va dire, avec des répétitions, y compris des ULM, comme ça s'est passé, et que il y avait des répétitions, ça ressemblait très fort à ce qui s'est passé. Alors il y en avait déjà eu avant, et le Hamas a expliqué qu'ils avaient tout fait pour endormir Israël et donner l'impression qu'ils allaient se concentrer sur la gestion de Gaza et qu'ils n'allaient plus essayer de faire de la résistance armée. Il faut savoir que le sommet de l'armée et des services de renseignement se sont réunis 2 fois cette nuit-là, la nuit du 6 au 7, entre une fois à minuit, une fois à 3 heures du matin, qu'il y avait des alertes et que la décision a été prise de augmenter le niveau d'alerte, mais pas maximum, et de ne pas prévenir les organisateurs du festival. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Vous avez un festival qui se déroule à quelques kilomètres de la clôture, sur des endroits où on a chassé. Il faut rappeler que les gens qui vivent à Gaza sont les gens qu'on a chassés de là. Et donc, on ne prévient pas les organisateurs du festival. Les familles des gens victimes là-bas ou otages sont furieuses parce qu'elles disent, si vous nous aviez averti, le festival était terminé, il y aurait eu pas des victimes civiles ou presque pas. Donc ça pose énormément de questions. Il y a des gens qui disent que les chefs de l'armée savaient, que Netanyahou savait, que ça l'arrangeait. Peut-être qu'ils savaient que quelque chose allait se préparer sans se douter que c'était tellement grand et qu'il avait besoin d'un prétexte. Je n'ai pas la réponse et pour l'instant, il n'y a que Netanyahou qui peut le dire et c'est une question. Je crois aussi qu'il ne faut pas d'office voir des complots dans tout ce genre d'affaires. Ça existe, des opérations comme ça, mais il ne faut pas le voir nécessairement. Je crois aussi que les Israéliens se sont endormis avec leur arrogance et leur complexe de supériorité. On peut faire tout à ces Palestiniens, ils ne sont pas capables de résister. Et il y a cette arrogance. Il y a aussi le fait qu'on a acheté et donc fait beaucoup de bénéfices sur un système de surveillance technologique. Et Netanyahou a dit avec la technologie, c'est bon, on est protégé.
Mais la technologie, c'est pas elle qui gagne les guerres. Et à toute technologie, il y a toujours une faille, une riposte. Et les Palestiniens ont détruit beaucoup de postes du système de surveillance, comme ça, discrètement, quelques semaines avant, et le jour même aussi. Et donc, voilà, la question est ouverte. Netanyahou a la réponse, moi pas. Dans les médias mensonges que vous citiez précédemment, il y a caché les intérêts économiques. Est-ce que derrière cette attaque sur la bande de Gaza, ou en tout cas cette réaction démesurée, se cachent aussi des intérêts économiques d'Israël? Bien sûr. Et quels sont-ils? Bien sûr. Alors, ce n'est pas que à cause du pétrole et du gaz, mais c'est un élément en plus très important. Dans les intérêts fondamentaux sont qu'il faut diviser le monde arabe en deux. Regardez la carte, c'est pour empêcher l'émergence d'une grande nation arabe, ce qui a toujours été la hantise des Britanniques, des Français, puis des États-Unis. Il faut contrôler les routes commerciales. Regardez encore une fois la carte. Le monde est dominé maintenant par le conflit États-Unis-Chine, États-Unis et ses alliés, Chine et ses alliés, et c'est un conflit qui se déroule pour l'instant très fort sur la question du commerce. La Chine est une puissance industrielle montante, évidemment elle doit vendre, donc elle doit acheminer ses produits, et donc elle a relancé cette idée des nouvelles routes de la soie. Et dans un livre qui s'appelle La stratégie du chaos, nous avions analysé que sur toutes les routes, tous les ports en eau profonde de cette route de la soie, autour de l'océan Indien, les États-Unis essayaient de créer des problèmes pour bloquer les routes de la soie. La Palestine, c'est le cas aussi. Il y a, c'est évidemment, avec le canal de Suez, le débouché des marchandises chinoises et indiennes, etc., vers l'Europe. Les États-Unis veulent bloquer ça. Et donc, la Palestine est coupable de ce crime géographique, d'être au mauvais endroit. Il faut absolument bloquer cette route. Et Israël et les États-Unis essaient de créer une route alternative avec les Saouds et avec Israël et Gaza vidée de ces Palestiniens. C'est le canal Ben Gourion, non? Oui. Alors, des experts me disent que techniquement, il est impossible. Mais en tout cas, c'est une route, d'une manière ou d'une autre, plus les gisements importants de gaz offshore au large de Gaza. Et clairement, il y a une ambition du Qatar, d'Israël, de faire l'alternative par rapport au gaz russe et d'alimenter les Européens. Donc, c'est quelque chose que j'avais écrit dans un livre qui s'appelait Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde. J'avais insisté sur le fait que le contrôle des routes maritimes des corridors énergétiques était une nouvelle raison, nouvelle motivation de guerre. Et j'avais donné l'exemple de l'Ukraine à l'époque, l'exemple de l'Afghanistan, j'avais écrit ça en 2000, en annonçant des conflits qui se sont produits. Et là, maintenant, on est dans la même logique. Contrôler les gisements, c'est bien, mais contrôler les routes, c'est encore plus important. Ah, et à cela s'ajoute cette dimension messianique, peut-être, d'un certain nombre de membres, en tout cas du gouvernement Netanyahou lui-même, qui souhaite avoir ce grand Israël. Donc ça s'ajoute... Alors, le grand Israël, c'est pas une question messianique, pour moi, c'est une question coloniale. Un empire va toujours essayer de s'étendre le plus possible. C'est vrai que la dimension messianique est utilisée maintenant, mais je pense qu'elle est largement utilisée. Il faut rappeler quand même que Ben Gourion et les fondateurs et les premiers dirigeants d'Israël étaient athées. Donc, Ilan Pappé a eu une phrase très chouette à ce sujet. Il a dit la plupart des dirigeants israéliens ne croient pas en Dieu, mais ils croient fermement que Dieu leur a donné la Palestine. Et donc, c'est un argument qu'on utilise pour vendre à l'opinion publique. J'y crois pas trop. Mais effectivement, le grand Israël, oui, ça, c'est il y a toute une série de textes dans le petit livre Israël et sans pire citation que j'ai publié parce que j'en avais marre d'être traité d'antisémite. Donc, on donne la parole uniquement aux dirigeants et stratèges d'Israël de toutes les époques, de toutes les tendances. Et eux disent clairement, ce qu'on nous a donné en 48, ce qu'Israël est maintenant, ce n'est qu'une étape. Ils veulent le Liban, le Litanie, l'eau. Ils veulent le Golan, la Syrie,
l'eau. C'est très très important dans cette région-là. Ils veulent plus de l'Égypte, ils veulent la Jordanie, ils veulent maintenant, on le voit, une partie de la Syrie et même plus loin. C'est comme tout empire, le plus possible, c'est le mieux. Alors il y a une trêve qui a été, alors on est aujourd'hui le 18 janvier, il y a une trêve qui a été conclue récemment entre Israël et les autorités palestiniennes. Qu'en pensez-vous et finalement quel avenir envisager en Palestine après ce qui s'est passé à Gaza? J'en pense plusieurs choses. Premièrement, la trêve, c'est une victoire. Netanyahou a été obligé d'accepter l'accord qu'il refusait. Il est sous pression de plusieurs facteurs. Les familles des otages, une partie même de l'establishment israélien qui se rend compte qu'il ne peut pas gagner, que ça va se retourner, que ça va mettre en danger l'existence d'Israël. La lassitude, pour ne pas parler de la dépression d'une bonne partie de ces soldats, c'est très long. Le problème économique, la fuite des capitaux, la fuite d'une partie des Israéliens, le fait de vivre dans le nord dans l'incertitude. Donc Netanyahou a dû reculer. Je crois aussi que les manifestations en Occident, le soutien populaire de plus en plus large, y compris dans une partie de l'opinion juive, même aux États-Unis, je crois qu'il a vraiment dû reculer. Mais on le connaît. Et dans son idée, c'est reculer, faire une pause, reprendre des forces et repartir à l'attaque. Donc, il a déjà montré que il a fait une autre version du texte de la phase 2 et il est clairement dans l'idée d'attaquer quand ce sera possible et de récupérer des forces pour le moment. Et donc de reprendre plus tard, en fait. Oh, oui, je pense. Je pense qu'il ne faut pas lui faire confiance et je pense qu'il faut que l'opinion, les Palestiniens bien sûr, mais l'opinion internationale ne se démobilise pas, c'est très important, mais augmente la pression pour dire voilà, un cessez-le-feu c'est bien. En attendant, Gaza a été détruit, il faut reconstruire, qui va payer? Et il faut reconstruire le plus vite possible, sur base de l'autonomie des Palestiniens, pas avec un chantage des Saouds et de Trump qui vont dire on vous donne des maisons mais vous renoncez à vos droits. Il faut reconstruire et qui doit payer? C'est Israël qui doit payer, c'est fondamental. Il est coupable de ce qu'il a fait et toutes les multinationales occidentales qui ont profité de cette guerre de différentes manières, notamment les multinationales de l'armement qui se sont fait des bénéfices incroyables avec ça et avec l'Ukraine, doivent payer. Il faut constituer un fonds contrôlé par les Palestiniens, j'insiste, et pas par l'Occident. Et comment faire concrètement? Parce que forcer les multinationales à le faire, ça passera aussi par des décisions politiques, étatiques. Je pense qu'il faut boycotter tous ceux qui ont participé à ça et mener des pressions énormes sur toutes les firmes. Il y a Carrefour, il y a McDo, il y a Starbucks, il y a toutes les firmes qui ont collaboré avec l'armement israélien. Il y a des universités qui ont collaboré, des centres de recherche, etc. Je pense que le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, qui est, je le rappelle, lancé à l'appel de tous les Palestiniens, il ne doit pas s'affaiblir, il doit se renforcer maintenant. Ces gens ont fait la guerre pour leur portefeuille, ils ne comprennent que ce langage-là. Et bon, je ne suis pas juriste, je n'ai pas les détails, c'est une idée qui me vient maintenant quand on va commencer à parler de reconstruction. Ça doit être les Palestiniens elle doit être décidée par eux à leur avantage et pas du tout l'Occident. Et effectivement, les responsables du génocide doivent payer. Et comment imaginez-vous, à plus long terme, la cohabitation entre ces deux peuples, entre les Palestiniens, les Juifs, parce que finalement, ils seront toujours là. On ne peut pas imaginer que l'un disparaisse et que l'autre, finalement, reste. Comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud aussi, la haine était terrible et on croyait que ça ne peut pas s'arranger. Je ne dis pas que la solution actuelle est idéale et les injustices économiques et sociales restent et c'est un gros problème, mais en attendant, ça s'est arrangé. Et les Sud-Africains le disent aussi, Israël c'est un apartheid pire, il faut mettre fin au colonialisme et à l'apartheid. Moi je pense qu'on devrait consulter les populations tout simplement, y compris celles qui ont été chassées, et c'est pas à moi, à la place des Palestiniens, à dire quelle solution juridique et pratique concrètement. Je pense que, idéalement, sur n'importe quel territoire, la seule solution, c'est la démocratie. C'est des droits égaux pour les hommes et les femmes qui vivent sur ce territoire.
y compris les Israéliens qui sont là maintenant. Alors ils auront le choix. S'ils veulent continuer en gardant des privilèges et en gardant l'oppression, alors ils auront un retour de bâton. S'ils acceptent de céder leurs privilèges et de devenir des citoyens sur un pied d'égalité avec les Palestiniens, tous les Palestiniens, y compris ceux qui ont été chassés, alors je pense qu'une solution est possible. On sait bien que ça va prendre longtemps. Il faudra sans doute des mesures transitoires, des garanties, mais ça c'est aux Palestiniens à déterminer. Je pense que c'est possible et que là aussi, nous, Européens, on a un rôle fondamental à jouer. C'est nous qui finançons tout ça avec nos taxes. Et donc, il faut dire, voilà, maintenant, on ne finance plus. Vous devez vous débrouiller, vous devez trouver un accord juste. Alors, un autre pays, une autre région qui a beaucoup fait parler récemment dans l'actualité, c'est la Syrie, avec finalement le départ de Bachar al-Assad, l'arrivée au pouvoir d'Al-Joulani et de ses troupes, qui donc a clairement pris le pouvoir très rapidement en Syrie. Alors, Al-Joulani, Ahmed al-Shara aujourd'hui est dépeint comme un rebelle inclusif dans nos médias, alors même qu'il est le fondateur d'Al-Nusra. Que pensez-vous de cela ? Je pense que c'est hallucinant de voir la décadence morale de l'Occident qui nous fait des discours sur le terrorisme, mais qui en réalité utilise Al-Qaïda, et ce n'est pas la première. Ça, c'est très important de le dire. On va revenir sur la Syrie, mais c'est une vieille tradition. Il y a des documents de la CIA, 82, 86. Il y a des documents des think tanks aux États-Unis. Il y a des emails de Hillary Clinton qui disent, voilà, il faut protéger, favoriser Al-Qaïda. Révélé par Wikileaks. Et puis Daesh, voilà. J'avais indiqué ça dans un livre, Je suis ou je ne suis pas à Charlie, où j'avais montré, ça a commencé avec Brzezinski et Ben Laden, qui a utilisé le terrorisme pour renverser le gouvernement progressiste d'Afghanistan, qui, entre parenthèses, avait émancipé les femmes, lui. Et donc, c'est une vieille tradition. Pourquoi ? Les États-Unis n'ont plus les moyens d'envoyer leurs troupes sur place. Ça s'est mal terminé au Vietnam, ça s'est mal terminé en Irak, en Afghanistan. Donc, fini. Donc, ils sont dans les coulisses, ils sont les instructeurs, ils sont les formateurs, mais ils n'ont pas assez de troupes sur le sol. Dans le livre « Libye, OTAN et médias mensonges », j'avais indiqué que l'OTAN avait fait une alliance avec Al-Qaïda. Il y avait une déclaration du chef des opérations des États-Unis, l'amiral Stavridis, qui disait, voilà, oui, nous avons engagé des combattants d'Al-Qaïda, mais ils le font à titre individuel. Subtile nuance, on prend les gens pour des idiots. Et donc, c'est la force qui est la seule disponible sur place pour combattre Kadhafi après des mois et des mois de bombardement. En Irak, on a des déclarations de Clinton, mais aussi de John Kerry, qui dit, nous, le Daesh, on les laisse faire, qui prennent seulement le pouvoir. Israël, je le rappelle, soignait les combattants de Daesh en Israël pour qu'ils puissent repartir au combat en Syrie. Donc, c'est une opération hallucinante d'immoralité d'avoir, pour renverser le gouvernement syrien, qui avait ses défauts, on est bien d'accord, mais faut pas croire non plus tout ce qui a été raconté. Il y a eu beaucoup de fake news là-dessus aussi. Mais bon, un gouvernement qui avait ses défauts. C'était certes pas un ange. Et donc, quelle alliance on a ? Les États-Unis, qui, je le rappelle, ont pratiqué des sanctions inhumaines pour détruire l'économie syrienne et réduire le peuple syrien à la famine, qui ont occupé, de quel droit ? Les zones pétrolières pour voler le pétrole et être sûr de bien couler l'économie syrienne. On a la Turquie qui massacre les Kurdes, qui refuse un accord politique avec eux et qui occupe des territoires et a soutenu les groupes terroristes. On a le Qatar et les Émirats qui ont fait des belles promesses à Bachar mais qui l'ont manipulé. Et on a des terroristes qui, la veille encore, il y avait une récompense de 10 millions de dollars aux États-Unis contre ce terroriste qui tout d'un coup devient le gentil, le parfait démocrate et le tout va bien. rebelle inclusif.
Voilà, et donc voilà, voilà. On nous raconte mais vraiment n'importe quoi. Les gens doivent se rendre compte de ça. Il faut demander des comptes quand même. C'est pas possible de nous prendre pour des imbéciles comme ça. Donc c'est une alliance criminelle, il n'y a pas d'autre mot. Le peuple syrien, déjà maintenant, il y a des massacres et on n'en parle pas dans les médias mainstream. Et ça vous avez des sources directes de ça? Oui, oui. On a des amis qui écoutent la langue et qui racontent, qui montrent des photos. Alors, il faut bien vérifier parce que dans tous les sens, on peut avoir des manipulations. Mais oui, il y a vraiment des massacres qui ont été commis. Il y a notamment une série de scientifiques qui ont été tués parce que scientifiques et parce que Israël et d'autres veulent détruire toutes les forces de ce pays. Il y a aussi une résistance qui commence. Il y a des forces militaires qui se sont enfuies. Il y en a d'autres qui vont recourir à des tactiques de guérilla. Je souhaite bien du plaisir aux dirigeants de l'Occident pour aller gérer ce pays-là maintenant. C'est peut-être leur calcul de développer la stratégie du chaos et de faire en sorte que ça devienne un chaos impossible. Mais je pense que l'histoire n'est pas terminée là-bas. Et il y aura un prix à payer, ça c'est sûr. Mais à tel point que certains médias quand même mentionnent que, par exemple, Al-Waizi, le nouveau ministre de la Justice, a, semble-t-il, supervisé l'exécution de 2 femmes en 2015 à Idlib. On a quand même le groupe Hayat Tahrir al-Sham qui est sur la liste encore des organisations terroristes des Nations Unies, des États-Unis et de l'Union européenne. Donc voilà, et puis il y a 14 dans le ministère, dans le gouvernement Al-Joulani, il y a quand même 14 de ces ministres sont issus finalement c'est des généraux issus d'Al-Nosra, enfin, du gouvernement d'Idlib avant. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments là qui semblent complètement incohérents avec le discours de guerre contre le terrorisme, quoi. Oui, c'est en contradiction totale, ça confirme, et les gens doivent réfléchir, qu'on nous raconte n'importe quoi, on nous dit qu'on mène la lutte contre le terrorisme. Mais comment est-ce qu'on mène la lutte contre le terrorisme? En réglant les problèmes, en éliminant les frustrations de tous ces jeunes. Je rappelle que beaucoup de gens, ces terroristes sont pas syriens, hein, ils viennent de toutes sortes de pays. Ça a été un remake de l'opération Ben Laden, où les États-Unis ont fait fiancer par les Saouds et d'autres monarchies arabes des gens qui venaient d'Europe, de France, de Belgique, du Maghreb, du Moyen-Orient, et qui ont été faire ce qu'ils appellent le djihad là-bas, mais ça n'a rien à voir avec le djihad, qui ont été faire du terrorisme. Et donc, c'est un remake. On ne lutte pas contre le terrorisme à la manière de George Bush, ni à la manière de Obama, Biden, etc. C'est-à-dire en formant et armant et soutenant discrètement les terroristes. Je rappelle en passant qu'ils ont fait la même chose avec les nazis en Ukraine, antisémites ceux-là, et donc on ne lutte pas comme ça. Comment est-ce qu'on résout le problème du terrorisme? Par une politique sociale, un job correct pour tout le monde, un avenir, du respect, la lutte contre le racisme et la fin du colonialisme israélien. Si on fait ça, les gens vont être beaucoup plus heureux et on n'aura plus de problème de terrorisme. Et c'est un vrai problème auquel il faut réfléchir parce que on a donné des armes et des formations à des nazis en Ukraine d'extrême droite, des gens qui viennent de Belgique, de France, peut-être de Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a clairement beaucoup en Belgique et en France. On leur a donné des armes. On a donné des armes et des formations, c'est dans les documents des États-Unis, aux terroristes en Irak et puis en Syrie. Il va y en avoir qui vont revenir chez nous. Des attentats comme Charlie, le Bataclan, Bruxelles, etc., il va y en avoir. Il va encore y en avoir un ou deux qui va faire la même chose que ce qu'on lui a appris à faire là-bas. Donc, il est vraiment temps de réfléchir et de dire stop à cette utilisation cynique et machiavélique du terrorisme. Et pourquoi l'Occident voulait tant renverser Bachar al-Assad? Le pétrole et le gaz, et Israël, ça fait bien des motifs. Hein. On peut discuter, mais en gros, la Syrie, c'est bien avant Bachar que ça a commencé, la Syrie a fait partie de l'axe de résistance à Israël, ne l'a pas accepté, a apporté des soutiens. Donc ça, c'est une raison fondamentale. Et la deuxième, c'est ce dont on a un peu parlé,
le corridor énergétique, le Qatar a voulu installer un corridor énergétique qui achemine le gaz vers la Méditerranée, et ça doit passer par la Syrie, et Bachar n'a pas voulu. Et à partir de ce moment-là, Bachar al-Assad, qui était assez ami avec l'Occident, est devenu la bête noire et le diable à abattre. Donc voilà, c'est deux raisons, la résistance à Israël, le gaz. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu l'opération Timber Sycamore de la CIA pour voilà, financer les j'ai parlé de salafistes. ça dans un livre, je crois que c'était dans La gauche et la guerre, où justement ni les médias ni certains radicaux de gauche en Europe ne prêtent attention. C'est une opération qui a été organisée par Obama pour utiliser et déstabiliser des régimes qui résistaient. On n'envoie pas ses troupes, on envoie des terroristes. Et aujourd'hui, comment expliquez-vous que les Russes ou l'Iran ne soient pas intervenus pour aider Bachar al-Assad, donc très récemment, comme ils l'avaient fait en 2015 Mais écoutez, j'étais en Iran il y a un mois. J'ai évidemment posé la question. Et ce que j'ai entendu confirme ce que certains analystes ont déjà écrit. C'est Bachar qui n'a pas voulu. Il est clair qu'il y avait des Iraniens, il y avait un soutien, il y avait une participation à la résistance, puisque les autres envoient toutes leurs troupes et leurs instructeurs et leurs missiles, c'est légitime. Et ce qui semble, bon, il y a encore des choses qu'on doit apprendre, c'est sûr, ça c'est beaucoup joué en coulisses, chacun donne sa version, il faut un peu faire attention. Ce qui semble, c'est que Bachar a été averti de ce qui se préparait. C'est une opération où Londres a joué un rôle en coulisses, mais très très important. Dans quel sens ? Le MI6 est très fort avec les terroristes et prépare des opérations et les soutiens. Et Bachar a été averti par Téhéran, par Moscou, qui ont quand même des services de renseignement aussi, de ce qui se préparait. Et sa première réponse a été « j'ai la situation sous contrôle, ça va aller ». Et puis, il a constaté, il a bien dû dire qu'effectivement, il y avait eu une défection dans son armée et que la riposte n'allait pas se faire. Ils ont gagné Damas pratiquement sans combat. Hein. Ça a été une surprise, évidemment. Et ça, c'est une méthode des États-Unis et des Britanniques. Hein. On achète chez l'adversaire des gens à des postes très élevés, ceux qui sont chargés d'organiser la riposte. Kadhafi a eu le coup, Saddam a eu le coup, et donc on achète, c'est beaucoup moins cher que de faire une opération militaire directe, et on paralyse la résistance. Et donc voilà, je pense que les Iraniens, le Hezbollah aussi, étaient prêts à aider Damas contre le terrorisme, mais ils ne pouvaient pas le faire tout seuls. À partir du moment où il n'y avait pas de résistance locale, ils ne vont pas se substituer. Donc voilà, je crois que cette explication-là, elle est sérieuse, elle est valable. Et donc Bachar ne voulait pas, ne voyant qu'il n'avait pas les forces à disposition, ne voulait pas se lancer de nouveau. Je crois qu'il y a eu autre chose aussi. Je crois qu'il n'a pas tellement préparé ça parce que les Émirats et l'Égypte lui ont fait miroiter des promesses que si justement il s'écartait de l'Iran et de la résistance, s'il était un peu plus conciliant avec Israël, il allait être réintégré. Je rappelle qu'il a été réintégré dans la Ligue arabe. Ça a été un peu surprenant. Manifestement, il y a eu des promesses en coulisses. Et donc, je crois qu'on l'a piégé et que voilà, il s'est fait avoir qu'il allait être réintégré et qu'on n'allait plus chercher à le renverser. Et voilà. Michel Collomb, nous arrivons au terme de cet entretien. Voilà, on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, la carte blanche, je crois que c'est effectivement très important. Ce que je voudrais dire, c'est que le système de l'information, comme l'ont montré Herman et Chomsky dans ce livre « Fabriquer un consentement », il ne s'agit pas d'erreur. Il ne s'agit pas de faute de journalistes, etc. C'est un système où le quatrième pouvoir n'est pas un quatrième pouvoir, il fait partie du premier. Quand on regarde la composition des grands médias en Occident et dans le monde, ce sont des multinationales, de la finance, de l'armement, du Big Pharma, qui sont
dans la composition des conseils d'administration. En France, ce sont des milliardaires très intéressés aux guerres et au Moyen-Orient qui les contrôlent. Et donc, c'est un système qui ne va pas changer. Je ne mets pas les journalistes dans le même sac, mais beaucoup de journalistes qui sont dans ce système me répondent « je ne peux pas dire ça, je dois nourrir mes enfants ». Et donc, mais d'autres aussi ne sont pas conscients dans quel rôle ils jouent. Et la réponse pour moi, c'est de construire ce que j'appelle la bataille de l'information avec la masse des gens, des citoyens, qui doivent se rendre compte que les médias mensonges, la désinformation, c'est contre eux, qu'eux aussi sont la cible de la désinformation. On leur vend des guerres dont il n'a rien à faire, qui ne sont pas dans leur intérêt, qui auront des conséquences négatives pour eux. Les budgets de la guerre, on les prend dans la sécurité sociale. Rutte, le patron de l'OTAN, là, il vient de faire des déclarations dans ce genre. Il va falloir diminuer la sécu pour payer les systèmes militaires, les armes qu'il veut acheter aux États-Unis, etc. Donc, les gens doivent se rendre compte que c'est une guerre contre eux, que la guerre n'est pas la solution aux problèmes de l'humanité. Il faut au contraire que la paix soit la condition pour régler les problèmes de la pauvreté, des immigrations forcées, du racisme, de l'environnement et de l'avenir de l'humanité. Il y a tellement de problèmes à résoudre, on doit le faire ensemble. Et donc ma réponse, c'est que les gens ont plus de pouvoir qu'ils ne croient. Et c'est un appel. Formez-vous, informez, discutez. Et tout le monde peut communiquer maintenant. C'est pas avec les réseaux sociaux, mais pas seulement dans les réseaux. Il faut parler au travail, à l'école, dans la famille, avec les amis. Le plus possible, il faut apporter des informations. Il faut engager la discussion sur la désinformation qui nous fait du tort. Il faut débattre et discuter sur les problèmes, sur les solutions. Je pense que ça, c'est fondamental. Et à l'âge où j'arrive et où ça se terminera dans un certain temps, je pense que la question se pose à tous les parents et les grands-parents, quel monde nous allons laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants? C'est ou bien un monde de la guerre, de la terreur et du mensonge, ou bien un monde où on va bâtir enfin une humanité basée sur la coopération, la solidarité, et résoudre tous ces problèmes et essayer d'apporter une vie heureuse à tout le monde. Et je crois que ça, c'est vraiment la mission qu'Investis Action s'est donnée. La bataille de l'information, c'est que un maximum de gens, et finalement des millions de gens un peu partout, se considèrent comme des journalistes, des gens chargés d'informer, des gens chargés de détruire les mensonges et de bâtir un avenir pour nos enfants. Michel Collomb, merci pour cet entretien.